Image que l'on pourrait croire neuve, Le Pen est en fait un vieux routier de la politique française de l'extrême droite qui refait surface. Parce qu'il inquiète, fait peur, nous sommes allés voir ce qu'il est, ce qu'il cache. Sur le tard, je viens les sports simples. Il y a du vent? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et en planche comme en politique, il faut qu'il y ait du vent, autrement ça ne marche pas. Mais il va en venir, je le sens. C'est comme ça que les marins des Trois Mâts appelaient le vent. Il faut s'y faire un peu. En quoi c'est simple? Eh bien, vous voyez, c'est une planche et une voile. Il n'y a rien de plus simple et très sophistiqué. C'est un sport vraiment humain. C'est un peu comme votre vie? Ah oui, absolument. Moi, j'ai une vie variée. Vous voyez, surtout qu'il y a des perturbations étrangères. Perturbations étrangères, vous avez dit étranger, c'est l'obsession centrale de Le Pen. La fête de Jeanne d'Arc qu'il vénère est une autre manière d'évoquer l'intolérable, pour lui, l'invasion étrangère. Il y a plus de 500 ans, notre pays était occupé par les Anglais. Et en Lorraine, il y a une petite jeune fille de 17 ans qui s'appelait Jeanne. C'est une sainte et une héroïne nationale. Et nous allons jeter, vous allez jeter vos fleurs parce que il y a 556 ans, on a jeté les cendres de Jeanne d'Arc à Rouen, dans la Seine, sur l'ordre du chef des Anglais, qui l'avait fait brûler. Allez. Voilà. Maintenant, nous allons aller faire le défilé. Ça veut dire quelque chose, Le Pen? Ça veut dire le chef. J'ai d'ailleurs là un dictionnaire français-breton du XVIIe siècle. Ça veut dire le chef et aussi la tête, la cime, le bout, la pointe, n'est-ce pas? Mais dans cette orthographe-là, ça veut dire le chef. Mais au sens, le chef, aussi bien chef d'une troupe ou d'un groupement, que chef dans le sens de tête. Chef en français aussi, chef veut dire... Côté de Le Pen, il y a toujours cette Jeanne, son héroïne totale. On la retrouve sans cesse dans ses discours, dans la maison, dans ses espoirs. Comme si Le Pen pouvait être habité lui aussi par la Providence ou par Dieu qui lui indiquerait une mission que Le Pen croit rédemptrice. La Providence, vous l'avez déjà rencontrée ou... Ah, je ne l'ai jamais rencontré sous une forme, comment dirais-je, visible ou perceptible. Mais c'est le sentiment que j'éprouve quand je vois s'enchaîner pour le bien de mon ouvrage ou de mon effort, toute une série d'éléments, y compris les éléments théoriquement hostiles. Mais il y a des voix? Non, je n'ai pas entendu de voix, non. Non. Jeanne d'Arc, c'est la sainteté, la virginité. Pourtant, avec Le Pen, la sexualité est omniprésente comme en un miroir inversé. Quand j'ai vu que ces photos ont été vendues, donnant une image, somme toute, d'une Française rattachée à un homme politique de premier plan, d'une image dérisoire et grotesque, et bien quand j'ai vu que ces photos étaient en Angleterre, en Italie, en Amérique, en Australie, etc., personnellement, j'en ai souffert pour mon pays, parce que je me suis dit que c'était en voulant atteindre Le Pen et ses idées, on atteignait somme toute le pays, et je crois que c'est comme ça que les Français l'ont ressenti. Ici là, tu es parti. Bravo, quelle souplesse admirable. On a fait un peu l'école buissonnière. On est allé passer faire un petit mot dessus de la Trinité.
l'autre côté. Non, toi pas ici, Jean-Baptiste. Oui, oui. Décrivez-vous. Ah, je sais pas, je suis grand, assez athlétique, blond, très assez extraverti. Je me vois comme quelqu'un. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le menhir. C'est un surnom qui l'écrit assez bien. C'est une pierre levée, du granit debout. C'est un peu ça. Ça fait quoi de perdre cette érection? Ah, c'est psychologiquement important quand même. L'œil est un élément d'abord d'appréhension de la réalité. Et on ne voit pas de la même manière avec un œil qu'avec deux. Et en particulier en profondeur. Il y a un effet de perspective qu'on n'a pas et auquel on doit se réadapter. Mais surtout esthétiquement, c'est une mutilation. Toute mutilation est ressentie de façon un petit peu comme une petite mort, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis fait opérer, et puis j'ai mis une prothèse, c'est un œil de verre. Je suis un homme, c'est-à-dire quelqu'un viril, et chez nous, ces qualités sont considérées comme telles. Le héros dans notre pays, c'est un héros, ce n'est pas un anti-héros. Tous les modèles de ma jeunesse ont été des modèles de combattants, que ce soit des combattants de la foi, des combattants de la patrie, des combattants de la guerre. Par contre, moi j'ai été élevé dans l'admiration du combattant et de l'homme viril, comment dire, tutélaire, mettant sa force au service de la faiblesse, de la justice, au service des siens. L'image du héros, du combattant, il a été la rechercher en s'engageant dans la Légion à 24 ans. Vous avez appris à tuer. Bien sûr, c'est ce qu'on fait à la guerre d'habitude. Qu'est-ce que ça fait? La guerre, c'est tuer ou être tué. Hein? Vous êtes mis volontairement. Oui, enfin, mis volontairement, c'est pareil. Qu'on y soit mis volontairement ou pas, c'est la même chose. Moi, je suis d'une génération où c'était plutôt considéré comme majoratif de s'engager. N'est-ce pas? Ça a permis de me prendre la place de quelqu'un d'autre, hein, qui aurait été si je n'avais pas été volontairement. N'est-ce pas? Mais je ne regrette rien. Pas du tout. Je me fais honneur d'avoir servi mon pays et d'avoir combattu le communisme par les armes. Absolument. Dans le milieu où j'étais, les communistes étaient très souvent des gens aigris, médiocres, paresseux. Et chez moi, les gens qui avaient la réputation d'être des communistes étaient des gens qui avaient une mauvaise réputation, qui avaient qui étaient généralement mauvais maris, mauvais pères, mauvais ouvriers. Dans le milieu où j'ai vécu, c'est peut-être pas vrai dans les mines ou dans les métallurgie, mais dans mon pays à moi, c'était comme ça. Oui, c'est vrai. Il est quasiment impossible de rencontrer Le Pen sans son ami garde du corps, Freddy Moreau, catcheur, naguère connu sous le pseudo de Bourreau de Béthune. Il fait du sac, il fait du saut à corde, et il remplacera, bien sûr, il remplace même parfois le sac par une partenaire, moi en l'occurrence. Et puis je vous assure que les coups arrivent à l'allure de locomotive. Les gants de tête? Ils sont pas usés entièrement sur moi, mais en réalité, je les ai choisis bien rembourrés parce que ces coups arrivent très fort. Ah, il a une grande puissance de coup et très rapide. Jean-Marie Le Pen se ferait-il tuer pour son ami Freddy? Mais il est évident qu'entre Freddy et moi, nous n'allons pas nous battre pour nous sauver l'un l'autre. Encore une fois, il y a une mission. C'est évident que la mission de protection, c'est à Freddy de l'assurer à mon égard, c'est pas à moi de l'assurer au sien. Cela dit, si je me trouve dans la situation de pouvoir le faire, je le ferai, bien sûr. Mais encore une fois, ça serait sacrifier ma mission principale à ma mission secondaire si je me mettais à protéger mon garde du corps. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le petit sac qui est toujours devant vous dans la voiture. Ah, ça, c'est un petit secret.
C'est un petit secret. C'est pour faire face à toute éventualité. C'était emprunté les honneurs. Je pense bien que je ne me laisserai pas tuer si je peux. Je vous dis tout de suite. Je ne sais pas si on m'en laissera le temps. Si on m'en laisse le temps, je n'aurai absolument aucun scrupule à éliminer les gens qui essaient de me tuer. Alors, absolument aucun. C'est-à-dire que si on essaye de me tuer, il faudra le réussir. Parce que si on ne le réussit pas, j'essaierai d'éliminer mes adversaires, bien sûr. Éliminer la menace qui pèse sur moi. Et je peux dire que j'irai dormir tranquille, même si ça avait provoqué leur mort. Sûrement. Vous pouvez le caresser ou faire quelque chose que le... Non. On va faire des armes. C'est outrageux de le caresser. Ma mère, qui était une femme très pieuse et d'une foi de charbonnier, a eu un immense chagrin, un chagrin infini et jamais apaisé de la mort de mon père. Toute sa vie, elle était une fois par jour au cimetière, sur la tombe de mon père. Et pendant des nuits et des nuits et des nuits, je l'entendais pleurer, etc. Et en me disant, tu crois pas qu'on a assez fait comme ça? Tu crois que j'ai déjà assez perdu, parce que je n'ai plus que toi? Et ensuite, quand je voudrais m'engager, elle s'y opposera, elle en a la possibilité, puisqu'elle est mon tuteur, et que je suis mineur, bien sûr. Et quand je partirai en Indochine, j'irai lui rendre une visite, et elle me dira la même chose. C'est-à-dire? Tu crois qu'on en a assez fait? Que j'en ai assez fait, moi? Je ne vais certainement pas me rouler à ses pieds pour lui demander de ne pas partir. Hein? Voilà. Bon. Je pense que si on a tout ça est sérieusement calculé, et ça, que c'est une démonstration homérique. Et le roi des patelins, en coula-t-il sans sur cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Mon père était quelqu'un qui ne buvait ni ne fumait, c'était un homme très joyeux, très gai, chantait tout le temps, mes parents chantaient tout le temps. Quelquefois, quand je rencontre des gens plus âgés que moi, ils me disent, comment savez-vous ces chansons? Chansons par cœur, à plusieurs couplets, et ce ne sont pas des chansons de votre âge. Et bien, je les sais parce que j'entendais mon père chanter. Chanson de la guerre 14. Ah oui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas... Ah, et le soleil l'attend. La guerre a été le traumatisme de Le Pen, avec surtout la disparition de son père. Cette mort provoquait chez lui ses premiers sentiments d'insécurité. C'est un Allemand qui est venu à la maison un dimanche et on s'inquiétait parce que on avait vu cet Allemand qui marchait dans la rue et il cherchait quelque chose et il est entré et il a dit grosse malheur, la guerre, Monsieur Le Pen mort, Monsieur Le Baer mort. Ça nous est tombé comme une bombe sur la tête. Et puis il est parti. Alors on s'est inquiété de voir ce qui s'était passé. Et on a mis un certain temps avant de savoir que un des matelots avait été rescapé et était à l'hôpital. Et c'est par lui que nous avons su les détails de ce qui était pour nous la chose la plus terrible qui pouvait arriver. Ma mère, à ce moment-là, a dit, tu vois, pour nous, la guerre est finie. Nous perdions tout avec mon père, parce que en même temps, lui, le bateau, tout ce que nous avions. Et puis nous trouvions sans protecteur. Il y avait un aléa extraordinaire à l'époque de l'avenir. On ne savait pas ce que nous allions devenir. Inquiétude amplifiée par l'invasion allemande, inquiétude infantile de la débattre.
les structures de la nation disparaissaient. Cette idée est insupportable, incroyable, que l'armée allemande a enfoncé l'armée française, l'armée anglaise réunies. On vivait dans un état second, dans un état de choc. Pour un petit garçon comme moi, l'armée française était la première armée du monde. La marine française, l'une des premières armées du monde, c'était la plus moderne, celle qui détenait les bateaux les plus superbes, les plus extraordinaires, que je voyais d'ailleurs en baie de Quiberon tous les ans lors des grandes manœuvres de la flotte de l'Atlantique. Je rêvais d'être marin. Et tout ceci, c'était un monde qui basculait. L'insécurité de son enfance et de son adolescence s'est perpétuée. Son discours politique d'aujourd'hui reproduit cette peur de la disparition de la France comme cadre protecteur absolu. C'est de cette inquiétude qu'il tire son nationalisme extrême. Pour remettre du pays ceux qui l'ont fait cocu. Qu'arrivera-t-il si des citoyens de double nationalité se trouvent pris entre leur loyalisme algérien et leur loyalisme français? Qu'arrivera-t-il si des Français double nationaux se trouvent pris entre leur loyalisme algérien et leur loyalisme marocain? Ils vont se tirer dessus entre le 13e et le 14e au mortier? Mais enfin, c'est ce qui se passe à Beyrouth. Hein. Alors quand je vois que les Chinois refoulent l'immigration africaine dans le 20e, je n'en suis pas rassuré pour autant. Parce qu'ils ne les refoulent pas vers Marseille, ils les refoulent vers le 12e. N'est-ce pas? Très bien. Ça va? Ouais, maintenant, j'aimerais vous poser quand même une question. Alors, dites-moi. À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez tous ceux qui foutent rien. Ah, c'est que ça, quoi. Ça va faire un drôle de métier. Ben oui, c'est vrai. Non, mais je ne suis pas... En fait, et ceux qui travaillent légalement et qui sont... Ceux dont le pays a besoin et qui sont en situation légale, il n'y a pas de raison qu'ils travaillent. Ah bon? Mais il y en a Parce que tellement d'autres qui sont venus simplement pour toucher et pas pour travailler. Ah ben déjà, écoutez, ça allège un peu. Hein. Ah, c'est que ça, quoi. Voilà. Mais vous avez été reçu par notre grand chef d'État, là. J'espère que vous avez parlé de tout ça, quand même. Bien sûr, évidemment. Et nous étions bien d'accord. Ah, vous étiez bien d'accord? Bien d'accord. Mais vous n'avez pas été reçu au Sénégal, là, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait un conflit entre la police et l'armée. Je voudrais au Sénégal. Ah bon? Parce que les Sénégalais ont dit qu'il n'y a pas de problème. Non, pas vrai ça. Ah bon, mais c'est le moment où la police, l'armée a désarmé la ville. Mais pourtant, la France, au début, je crois, dans les années après-guerre, quand la France avait besoin, on faisait venir des immigrés par cage, bateau. Travailleurs. C'était pas des immigrants. Ah, mais si c'était des immigrants. Non, ils venaient pour un contrat, de travail. Qui était renouvelé à ce moment. Si après ils voulaient devenir français, ils le demandent. Ouais, mais maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que souvent, ces gens-là sont élus de ici. Puis, on fait des enfants là, par-ci, par-là. Et maintenant, vous voulez que ces gens retournent chez eux plus ou moins un peu. Les gens qui travaillent en Afrique, quand ils font leurs écoles, leurs 10 ans, leurs 15 ans, puis ils reviennent chez eux. C'est normal. Ah, écoutez, vous avez dit ça pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont en Afrique et qui ne vont pas retourner. Moi, je ne conteste pas le droit du pays où ils sont, éventuellement de le faire faire. Dans beaucoup de départements français, vous avez des gens qui occupent des villages abandonnés, soit qui rachètent la bicoque pour une bouchée de pain,
fois même qu'il occupe purement simplement parce qu'il n'y a plus personne. Eh bien là, quand vous êtes turc, avec 5 gosses et 5 chèvres, vous vivez beaucoup mieux qu'en Anatolie. Hein, avec l'aide au logement, l'allocation familiale, la vie est belle. On va remporter ce coup-là, une fois que j'ai voté pour vous déjà. Dans le 20e arrondissement, on n'est pas passé. Non, mais c'était, on prenait l'élan. J'espère qu'on va aller direct ou c'est dans le là. Nous suce un peu de perdre le temps là. Hein. Ils disent que pour eux, ils pensent ouvertement, vous dites ouvertement ce qu'eux ils pensent tout doucement. Absolument. C'est ça, on va se le faire. Hein. On va le dire nous-mêmes. Hein, regardez là. Hein. Mais c'est bien parti. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? N'ose pas, c'est pas le manque de le dire aussi. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Ben, ça veut pas qu'on a marre de tous ces embarras, aussi bien les socialistes que la droite, c'est des manchés. D'abord Giscard d'Estaing, le Giscard d'Estaing, on a voté la première fois pour lui, puis il a voté contre son électorat, contre les artisans, contre les grades et compagnie. Maintenant il a ras dans son cul. Dans cette affaire de Châteauroux, moi je n'en avais vu à la télé, j'avais vu les têtes des participants à cette soi-disant bagarre. Les seuls ponts que j'avais vus, c'est un noir qui avait le truc iroquois là, et un arabe qui était complètement rasé. Bon, c'était donc il n'y avait pas des skinheads blancs, il y avait des skinheads de couleur. Et quand il a enquêté, cette agression raciste épouvantable, ça a fait combien de blessés? Il n'y a pas eu de blessés. Alors, ça a fait des dégâts matériels. Ah non, non, même pas un verre. Alors c'était des agressions homériques. Wagon et Bougnoul. Oh, comment? C'est abominable. Les murs de la ville en tremblent encore. Le Pen vit aux antipodes de ce qu'il appelle les Bougnoules. Il vit dans l'opulence. Mais l'enfant Le Pen a été marqué par le fait d'être au bas de l'échelle sociale. L'humiliation est un terme constant que l'on retrouve dans ses propos. Elle explique une partie de ses engagements. Ma mère, comme toutes les femmes du village, était obligée d'aller laver le linge à ce qu'on appelait le douette, c'est le lavoir. Il fallait d'abord le faire bouillir, etc. Puis on allait le laver et le rincer là-bas, mais avec une brouette. C'était une des tâches ménagères, une des tâches domestiques les plus pénibles. Et le fait d'avoir, puis un peu humiliant aussi, parce qu'on montrait son linge à tout le monde, je la regardais pour savoir quel était le niveau de prospérité de la famille. Cette humiliation concerne tous les registres. Nous ne faisions pas bonne figure comparée à la Russie, comparée à l'Allemagne, parce que la grève qui avait suivi la victoire du Front populaire, la vague de grève, paralysait en quelque sorte notre pays, sa production et donc sa présentation. Ça oui, j'en étais conscient de ça, bien que 9 ou 10 ans, ça, j'étais conscient de ça. Je me souviens être passé devant les usines Goodrich, c'est un souvenir d'enfant, vraiment, où des grévistes assez dépenaillés faisaient la quête de façon un peu menaçante à l'égard des passants, en secouant une gamelle dans laquelle on entendait teinter des pièces pour soutenir leur comité de grève, etc. C'était quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai eu du mal, mon petit garçon, un petit peu sauvageon, à couler dans ce moule un peu aristocratique. En tous les cas, ce collège était un collège populaire. De la part des camarades, des condisciples, les enfants ne sont pas tendres les uns avec les autres, mais disons que j'ai subi certainement des humiliations. On me disait que le père était pêcheur, enfin des choses comme ça. Mais on se moque des faiblesses des uns et des autres. Elle est construite en 1852. Alors elle a les avantages de toutes les maisons anciennes, c'est qu'elle dispose d'un petit parc, et même les inconvénients d'une maison ancienne, c'est-à-dire que l'entretien en est très coûteux et qu'il faut sans cesse faire des réparations parce que une maison qui a plus de 150 ans. Je
je ne juge peu de cette salle qui est une salle de réception. Je reçois du monde, des amis, mais quand je suis arrivé ici, le tissu des murs était d'époque. C'est-à-dire qu'il avait plus de 120 ans. Voilà. Vous voyez, un lit de célibataire, puisqu'il y a une rafale de dossiers sur la moitié de mon lit. Alors là, il y a évidemment une vue superbe sur Paris, magnifique, un peu gâté par ces bâtiments modernes. On voudrait savoir quel est le montant exact de votre fortune. Ça ne regarde personne, ça. Ça ne regarde personne. C'est une affaire privée. Et... C'est votre réponse. Oui, réponse. Est-ce que vous êtes riche? Qu'est-ce que vous avez, quelqu'un de riche? Non, je crois que je ne suis pas très riche. Non. Encore faut-il qu'il y ait un critère commun, parce que quand on parle de choses, il faut qu'on ait les mêmes références. C'est évident que la richesse n'est pas la même chose pour un OS de chez Renault, pour un cadre de chez Bleustein-Blanchet, ou pour un banquier, pour un promoteur immobilier, ou pour la famille Béguincet. Quel est le critère de la richesse? C'est quoi? Le Pen, ici, a essayé de cacher sa richesse dans une nouvelle définition. La redéfinition est l'un de ces systèmes de défense qu'il emploie à profusion. Exemple encore, la torture. Quelle est la définition de la torture? Quelle est la définition? Vous ne me donnez pas de définition, c'est quoi la torture? Le délinquant criminel qui est arrêté par la police et que l'on interroge sans continuer pendant 48 heures, et c'est torturé. C'est quoi la torture? C'est une façon de ne pas répondre. Non, pardon, je vous pose la question, vous ne répondez pas. Vous êtes donc incapable de m'en donner une définition. Alors, je ne peux pas vous dire, gloser sur un sujet sur lequel vous ne connaissez même pas les contours. Les tortures physiques, les interrogatoires spécialisés, enfin je veux dire... Il me semble que, objectivement, comme ça, vu de l'extérieur, hein, ce genre de torture, je crois que savoir qu'un monsieur qui a subi la gégène remet sa chemise, sa cravate et s'en va dans la rue un quart d'heure après. En revanche, la petite fille qui a eu les deux jambes déchiquetées par la bombe du terroriste, elle, c'est une torture de 24 heures sur 24. Et tout au long de sa vie, elle marchera avec des petites béquilles, n'est-ce pas? Elle n'aura pas d'enfant, elle n'aura pas de mari, elle n'aura pas d'amant. Alors si vous entendez par torture ça, je suis un adversaire acharné de cette torture, oui, c'est sûr. La torture, question délicate à aborder avec Le Pen, car les faits survenus pendant la guerre d'Algérie ont été amnistiés. Je n'ai pas besoin d'être amnistié. Parce que l'amnistie, je vous signale, c'est l'oubli des condamnations. Et moi, je n'ai jamais été condamné. À l'écouter, l'amnistie ne le concerne pas. Ce qu'il ne précise pas, c'est que l'amnistie prescrit l'oubli d'une ou de plusieurs catégories d'infractions et annule leurs conséquences pénales qu'il y ait eu ou non condamnation. De la vie et de la santé de notre jeunesse. Et c'est pourquoi le Front National a demandé, qu'entre autres raisons, de rétablir la peine de mort, figure les trafiquants de drogue. La peine de mort le concerne, il y pense pour lui-même. C'est même la seule chose qui puisse lui faire peur. Non, je ne sais pas, peut-être que enfermé dans un cachot, avec la perspective, condamné à mort, de devoir aller au poteau d'exécution. J'ai entendu beaucoup de ces récits, j'en ai lu beaucoup. Moi, je suis moi-même dans cette perspective-là. Mais je ne sais pas comment je réagirais. Je pense que devant la mort, surtout si elle est distillée au goutte à goutte, il va y avoir un certain refus de la vitalité de l'être vivant. Vous pourriez condamner à mort? Ouais, pourquoi pas?
Ça vous paraît étonnant? C'est arrivé à de très nombreux hommes politiques. Plus plausible, une autre mort. Celle dont il a fait son arme électorale et qui touche aux peurs irrationnelles, le sida. Je me suis fait examiner, je suis séronégatif, et si j'ose dire, j'en suis très heureux, oui. Vous êtes fait examiner? Bien sûr, tout le monde, toute ma famille. Pourquoi? Tout le monde. Ben, parce que... Vous n'avez pas de facteur de risque? Comment pas facteur de risque, on ne sait jamais. On peut avoir rencontré des gens, on peut avoir s'être coupé, avoir touché... Il y a d'autres moyens de contamination. Quand vous êtes fait? Je fais 3 mois, là, oui. Mais d'ailleurs, puisque je demande le dépistage pour tout le monde, je m'y soumets moi-même, bien sûr, ça me paraît normal. Toute votre famille aussi? Oui, tous les gens, oui, tout le monde, ceux qui m'entourent, les gens à qui les conseillers l'ont fait. Le contrepoids à la désinformation, à la manipulation, à l'amalgame de la télé, de la radio. Primez-vous là. Ça passera pas. Et ici, vous pouvez remarquer, il y a que des Français ici. Des crânes rasés, il n'y en a pas. Ça, c'est une invention, le racisme, comme l'antisémitisme. Il n'y a pas une personne ici qui est antisémite ou qui est raciste. Seulement, voilà, il y a les organisations anti-françaises et ils vont. Si vous pouvez montrer Mme Veil à la télévision, hein, si vous pouvez montrer qu'elle parle, à chaque fois qu'elle parle, elle nous amène des adhérents. On arrache les enfants au ventre de leur mère, raconter des histoires et vous donner des leçons. Vous êtes placés. C'est des mauvaises informations, ça, tout simplement. C'est faux ce que je dis. Quel est votre journal préféré? Présent. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est celui qui fait des analyses qui me paraissent les plus convenables, mais par profession, je lis plusieurs journaux. Qu'est-ce que c'est le journal Présent? Présent, c'est un journal de droite, quotidien, qui se vend par abonnement, parce qu'il aurait d'abord peu de chance d'avoir de la publicité, et qui est d'origine, disons, catholique, droite catholique. Intégriste? Non, pas intégriste, droite traditionnaliste, disons. Il y a une espèce de condamnation que l'Église française fait de Jean-Marie Le Pen. Ne parlez pas à l'Église française, je ne peux pas parler comme je pense, parce qu'il y a une foule d'idiots dans l'épiscopat. À commencer par mon archevêque d'Alger, qui a lancé des calomnies contre ses fidèles en faveur des musulmans qui tuaient ses fidèles. On ne peut pas être plus bête. Voilà ma position. Et il y a beaucoup d'évêques qui en sont là. Hein, ils trahissent leurs fidèles en faveur de ceux qui les tuent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un père qui félicite l'assassin, vous voulez dire? Il faut tuer le père. C'est tout. Enfin, là, je ne dis pas qu'il faut tuer, comment il s'appelle, Mohamed Duval. Non. Le bonheur tendu vers l'infini est la loi première devant laquelle les autres doivent s'incliner. Siralda, c'est mon nom. S-E-R-A-L-D-A. Je suis 19 avenue des Terres. Je suis le gars de la Salvagram. Ils ne veulent pas que je de la maison d'une église, ces empotés-là. Le père de Jean-Marie Le Pen est mort à la guerre, les pupilles de la nation. C'est un point de détail pour beaucoup de Français aussi, ça, vous comprenez? Voilà, alors, quand ils auront compris ça, ils sauront ce que parler veut dire, surtout en français. Voilà ce que j'ai à dire. Et qu'est-ce que ça faisait, Hitler? Hitler, c'était rien, c'était le chef de l'Allemagne. C'était le chef d'un pays que chez moi on considérait traditionnellement comme un pays ennemi. Donc nous avions une attitude de résistance à l'égard de l'Allemagne, mais à l'égard de l'Allemagne, parce que c'était le pays occupant. Et ça se faisait ça sans connotation politique. Nous aurions résisté à l'Allemagne, qu'elle ait été nazie ou pas nazie. Ça aurait été la République de Weimar, ça aurait été la monarchie de Guillaume II ou d'un autre, c'était pareil. Pour nous, c'était un pays ennemi. Hitler, c'était rien. Le Pen révise l'histoire. Au BBR, ici, nous avons acheté les livres de négation des chambres à gaz. Chaque fois qu'on a vu ce genre de choses, on y a mis fin. Et moi, j'ai acheté, sous l'œil de la caméra,
Et vous n'êtes pas mort. Vous êtes mort, mais mais ça, le non. type a dit qu'il allait nous casser la gueule si on continuait. C'est son problème, c'est pas moi. Je suis pas responsable de ce qu'un monsieur vous dit dans un rassemblement de plus de 100 000 personnes. Au BBR, il y avait aussi d'innombrables biographies, si ce n'est hagiographie, des grands tenants du racisme de la Deuxième Guerre mondiale. Race est un mot que l'on entend souvent à la bouche de Le Pen. Je suis un seul, chacun est fier de ce qu'il est. Moi, je comprends très bien que chacun soit fier de son origine et des qualités de sa race. Les Celtes ont une civilisation orale, une capacité de créer des images, n'est-ce pas, de faire comprendre aux autres par la sécrétion, par le jaillissement des images, l'enchaînement des images. C'est la capacité de toucher aussi par le sentiment, par l'émotion, et pas seulement par le raisonnement. Et il s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. La vérité. À ma lignée de Celtes, la dédicace que vous venez de lire figure en exergue de son livre La France est autour. Or, une lignée, c'est une descendance. Comme si Le Pen se voyait inconsciemment fondateur de la race celte, une race de Le Pen. Les enfants, je ne crains pas de le dire, ont été persécutés de nombreuses fois par leurs professeurs d'enseignement public où elles étaient. Parce qu'elles étaient les filles de Le Pen, hein, par des réflexions, par des piques, par des méchancetés, par un climat d'hostilité, qui est l'espèce de racisme anti-Le Pen, si vous voulez. Oui. N'est-ce pas? Race des Le Pen et celle des Français, il prétend les défendre. Si l'on ose s'attirer à lui et à son idée de la France habitée par la race française, c'est un complot. Puisque l'on a délibérément voulu créer une affaire Le Pen, comme il y eut au siècle dernier une affaire Dreyfus, permettez-moi justement de me livrer à vous, devant vous, à l'autopsie du véritable complot dont j'ai été l'objet. Pourquoi? Quelle est la trame de ce complot qui dure depuis plusieurs mois et plusieurs années? Il vise à établir une équation entre Le Pen et Hitler, entre le Front National et le parti nazi. Le syndicat anti-Le Pen n'a qu'un objectif, c'est de le déguiser en grand Satan. On a un peu à une mini baie d'Alongue, ça. C'est quoi là? La baie d'Alongue, c'est une baie qui se trouve au Tonkin, une grande baie qui se trouve en face d'Haiphong et qui était superbe avec des énormes îles rocheuses, plus abruptes que ça, et un semis d'îles. Celui-là, regardez derrière cet arbre, on dirait un petit bonsaï. Petit arbre japonais. Le complot communiste international l'inquiète depuis toujours. J'ai eu le sentiment que j'étais là-bas, que se jouait le sort du monde, qu'il y avait en effet un combat au finish, et je continue de le penser, qui était engagé entre l'hégémonie communiste et le reste du monde libre, et que c'est sur le territoire où se livrait déjà depuis plusieurs années une guerre terrible que se jouait l'avenir du monde libre et l'Occident. Raciste, antisémite, interrogation principale sur le cas Le Pen, qui, comme tous les citoyens français, est soumis à la loi à l'interdiction de prononcer des paroles ouvertement racistes ou antisémites. La revue Globe vous attribue des propos antisémites. Je me fous de ça. On me prête tellement de choses.
Mais je me fous pas mal. Parce que je suis un danger, cher monsieur, je suis un danger pour mes adversaires. Si je n'étais pas dangereux, si je ne rencontrais pas de succès auprès des électeurs français, on laisserait bien tranquille, jouer avec mon pâté de sable et ma pelle et mon seau. In Gamley Hills, delaying 10,000 colors rain. C'est une toute petite entreprise artisanale que j'ai fondée avec M. Durand. Et dans cette entreprise, nous faisions beaucoup de choses nous-mêmes. Par exemple, ce disque, les véritables chansons des hors-la-loi du Far West, combine en même temps, en quelque sorte, le fait social qui a eu une très grande importance culturelle sur l'ensemble du monde entier, à travers le film du Far West, le film de Cowboy, a eu une réalité. Alors, il y a un côté un peu pédagogique que le texte des chansons est reproduit en anglais et en français. Alors, sur Hitler, sur Lénine. Alors, nous avons, alors ça, c'est le folklore politique. Je veux dire, j'ai fait comme cela les discours d'Hitler, les discours de Lénine, authentiques, n'est-ce pas? Les discours de Churchill, les discours de De Gaulle. Ben oui, mais c'est comme si on attaquait un éditeur de produire un livre de Staline. Un éditeur a pour mission de porter à la connaissance du public un certain nombre de faits. Et c'est la mission que j'ai faite, mais dans un grande ouverture d'esprit, puisque j'ai été récompensé du Grand Prix du disque, un disque sur la Commune de Paris. J'ai fait les chants anarchistes, j'ai fait les chants royalistes, j'ai fait dans la musique militaire les chants de l'armée allemande. Je voudrais dire aux juifs français et compatriotes qu'on a tenté d'effrayer par cette campagne mensongère, que je ne les confonds pas avec ceux qui parlent en leur nom. La France a le même amour pour tous ses fils, quelle que soit leur race, leur religion. Jean-Marie Le Pen n'a pas changé. Jean-Marie Le Pen n'a pas changé. Pourquoi avoir peur des mots bon, il ne faut pas dire antisémite. Non, je pense qu'il n'aime pas les juifs et il n'aime pas les immigrés. Alors, quelle est la part du sentiment et de l'exploitation politique de ça? Moi, j'en sais rien. Il a un fonds de commerce. Alors, il exploite un vieux fonds de commerce français qui est, je le dis calmement, je viens de l'entendre, qui est raciste et xénophobe. Là encore, c'est un procès qui est fait à partir de l'avant-guerre. On dit, vous êtes l'héritier spirituel de la droite d'avant-guerre, celle-ci était antisémite, et donc vous l'êtes, que vous le vouliez ou non. Quand monsieur Philippe Alexandre dit « Monsieur Le Pen affiche dans les murs de France un profil que l'on couronne en charolais », mais si j'avais écrit ça, moi, de monsieur Philippe Alexandre, qu'est-ce qu'on dirait? Madame Régine peut dire, Urbi et Torbi, qu'elle quitte la ville de Saint-Tropez parce qu'elle ne veut pas respirer le même air que monsieur Le Pen. Mais si moi, je disais cela de madame Régine, qu'est-ce que l'on insinuerait immédiatement? C'est que ça, et comme vous c'est un type intelligent comme Levaille, oui, enfin, monsieur Levaille, voyons, vous dites de monsieur Le Pen un certain nombre de choses. Qu'il est raciste, qu'il est antisémite, etc. Pourtant, on n'a jamais trouvé, ni dans ses discours, ni dans ses écrits, etc. Et là, il dit, oui, je reconnais, mais ce qui est dangereux dans Le Pen, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Alors à ce moment-là, c'est le procès d'intention. C'est ce qu'il appelle, lui, le non-dit. Alors autrement dit, dans les profondeurs de mon âme, j'aurais des sentiments que je ne manifeste pas. Alors c'est le procès d'intention, c'est le procès qui va au-delà de l'inquisition, n'est-ce pas? Et qui dans le fond, ferait de moi, un coupable par le seul fait que je ne suis pas un ami d'Yvan Levaille. Je serais donc réputé, n'étant pas ses amis, être un adversaire de ses idées, ou de la race à laquelle il appartient et dont il se prévaut. Il dit que quand je parle des juifs, je défends ma race. C'est un argument raciste, ça. Moi, je suis
français avant des juifs. Et j'ai été baptisé catholique. Et j'ai fait ma communion protestante. Hein, je suis un juif bizarre. Je circule entre les lignes. Mais moi, je suis tranquille avec Jean-Marie Le Pen, né à la Trinité-sur-Mer. Mais lui ne l'est pas avec moi. L'autre jour, vous avez dit Yvan Levaille et les gens de sa race. Moi, j'ai dit Yvan Levaille. Le texte. Ah ben, montrez-moi. Je vous mets au défi de sortir ça. Yvan Levaille et les gens de sa race, je n'ai sûrement pas dit ça. Vous avez dit Yvan Levaille et à la race à laquelle il appartient. J'attends que vous me montriez ça. Quand vous voulez. Oui, mais vous me le montrerez. Alors pourquoi? Et quand bien même, monsieur Yvan Levaille n'a jamais fait mystère entre les juifs. Il s'en fait gloire. Parce qu'à partir du moment où il s'en prévaut, ben, c'est une donnée du bien. Il ne s'est jamais prévalu d'appartenir à la race juive. Bien sûr que si. Ah non. Bien sûr que si. Race? Oui, race, oui. Lui, dire race? Oui, bien sûr que si. On n'est pas là pour défendre Levaille. Ah bah, je sais pas, on dirait. Je sais pas. Il y a une race. Mais oui, mais ça existe, les races, chérie. Ça existe, voyez-vous. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe. Enfin bref, ça existe, oui. Vous ne croyez pas? Alors je crois que cette espèce d'inhibition sémantique qui consiste à considérer ce mot, c'est confondre le racisme et la race. Et il me semble, oui, non, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je crois que c'est évident. Je sais pas. Bah oui, ça me paraît évident. Qui d'ailleurs protège, je crois, ses caractéristiques et son identité et sa pureté par l'application de règles extrêmement strictes. Extrêmement strictes. Je le crois. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de maintenir son identité et ses traditions et sa particularité depuis 4 millénaires. Qu'adviendra-t-il si le Front National n'était plus représenté au Parlement français après de nouvelles élections législatives? J'ai dit que le Front National agissait, en particulier relativement au problème de l'immigration, comme un calmant, comme un régulateur. Et que si le Front National n'était plus en mesure d'offrir une solution légale et pacifique du problème, il fallait s'attendre à des actes de violence. De la part de qui? Mais de la part du peuple. S'il répond avec certaine netteté sur la violence qui pourrait suivre une défaite, Le Pen déclare avec autant de netteté qu'il n'est pas contrôlable. Je ne dois aucune obéissance, ni somme toute aucune reconnaissance, aucune puissance, quelle qu'elle soit. C'est aussi peut-être ce que l'établissement, l'establishment, n'accepte pas chez moi. Car les puissants aiment contrôler ce qui se passe. Et comme moi, on ne me contrôle pas, eh bien, on ne m'aime pas dans ces milieux très influents. Vous croyez qu'on ne vous contrôle pas? Je crois, oui. Je crois qu'on ne me contrôle pas. On ne me contrôle pas en sens qu'on ne me donne pas d'ordre et je n'obéis pas aux ordres de quiconque.